L'objectif d'aujourd'hui, donc, c'est de faire un point sur l'entrée des salariés au capital de son entreprise. Donc, j'ai fait une présentation, déjà une présentation sur le fait les raisons pour lesquelles on pourrait donner accès à ces salariés au capital, les mécanismes que l'on peut mettre en place, la structuration d'un plan d'intéressement au sens capitalistique, la contrainte qu'on peut avoir, forcément, quand on fait entrer des tiers, quels qu'ils soient, au capital de la société, il faut tout de même garder la maîtrise de son actionnariat. Et donc, on a pas mal d'outils à notre disposition pour essayer de garder cette maîtrise de son actionnariat. Et puis ensuite, après, forcément, qui dit intéressement, dit débouclage, c'est-à-dire que il faut que le salarié puisse en retirer une certaine liquidité et donc du coup puisse faire du cash out pour que ça ait un intérêt pour lui. Il peut également rester associé de la société, et puis si la société commence à dégager des bénéfices, et avoir des dividendes on va dire récurrents chaque année, mais en général dans les sociétés type start-up, ce que l'on peut généralement voir, c'est plutôt un effet cash out, c'est-à-dire un effet, ça permet de dégager une certaine plus-value qui récompense le travail accompli à la fois par les managers et par le salarié. Donc, je vais, si j'arrive à faire passer les slides. Voilà. Donc, l'intéressement, on a prévu une règle contractuelle, juridique, fiscale, financière qui permet d'aligner en fait les intérêts de tout le monde dans une société. Et donc, la finalité, c'est donc d'avoir un équilibre vertueux pour que tout le monde contribue à la société. On met généralement en place ce type de mécanisme-là, mais vous êtes peut-être même mieux placé que moi pour le dire, mais pour fidéliser l'engagement des salariés, booster en fait une certaine appartenance à la structure et une adhésion à un projet d'entreprise. Donc là, c'est ce que j'avais appelé le moteur psychologique. L'idée aussi, c'est de récompenser, comme je disais auparavant, les salariés qui ont démontré une implication particulière dans la société en leur donnant accès au capital et en leur disant voilà, tu mérites aussi d'avoir ce statut d'associé et de pouvoir bénéficier de la création de valeur dont va bénéficier la société également. Pour les jeunes entreprises de type start-up, ça peut aussi être un moyen d'attirer des talents qu'on ne peut pas forcément rémunérer à hauteur de leurs prétentions salariales. Et donc, c'est de leur dire que, outre le fait qu'ils ne pourront pas bénéficier du salaire qu'ils peuvent avoir dans une grosse boîte et tous les avantages à travailler pour une start-up, ils bénéficient aussi d'un accès soit direct, soit potentiel au capital, et donc de la possibilité de pouvoir être directement intéressé si jamais il y avait une revente de la société qui s'opérait. Ce qui est assez important quand on projette de mettre en place ce type de mécanisme, c'est de bien réfléchir aux objectifs et aux effets que l'on va rechercher pour pouvoir en fait choisir parmi tous les outils qui sont disponibles celui qui convient le mieux à la société. Et donc, voilà, il y a pas mal de réflexions à avoir, je pense, sur ce sujet-là, en amont, pour bien savoir quel outil utiliser. On s'interroge aussi, on doit s'interroger aussi sur l'identité des bénéficiaires. Donc, ça peut être soit l'ensemble des salariés, ça peut être uniquement des salariés clés, uniquement des mandataires sociaux. Voilà, là, on verra plus tard qu'on a vraiment un éventail assez large sur les salariés qui peuvent être bénéficiaires de ce type de mécanisme-là. Et ensuite, après, comme je le disais un peu en introduction, c'est sur la bonne marche de ces initiatives sur le long terme, c'est-à-dire quelle liquidité on va pouvoir leur offrir le moment venu.
Après, il y a un autre aspect qui est aussi assez important, c'est l'aspect com. C'est-à-dire quand on met en place ce type de mécanisme-là, ben voilà, l'intérêt aussi, c'est que ça soit bien perçu par les salariés. Et donc, il faut je pense en tout cas qu'il faut soigner sa communication pour que les salariés comprennent bien quel est ce mécanisme-là, comment est-ce qu'il fonctionne, et puis aussi en appréhender voilà, la portée, c'est-à-dire qu'elle est compris par tout le monde pour que cela fonctionne bien et que ça ait vraiment un effet positif sur les équipes de la société et puis sur la société elle-même, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, j'en ai fait une toute petite partie, c'est qu'il existe aussi des outils qu'on qualifie de non dilutifs, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas accès au capital et donc ne diluent pas les fondateurs ou les autres associés, les investisseurs. Donc il y a par exemple les bonus, des primes en fonction d'atteinte d'objectifs que vous connaissez tous. Il y a l'intéressement, la participation. Ça, c'est des mécanismes que moi, je ne vais pas aborder, qui sont des mécanismes un peu de droit social, mais qui ont un coût pour la société et qui, contrairement à tous ceux qu'on va voir un peu plus tard, doivent concerner l'ensemble des salariés de la société. Donc là, je vais faire une petite présentation un peu. Oui, ouais, je les bouge, oui. Oui, c'est pareil. D'accord. Alors, ouais, c'est bizarre. Je vais reprendre. Ouais. C'est bon? Ça y est. C'est bon? Ouais, désolé, merci pour ton intervention, parce que je pensais que tout était OK. Du coup, sur les mécanismes que l'on va présenter aujourd'hui, donc on a les actions gratuites, les stock options, les BSPCE, et puis on a un mécanisme qu'on appelle contractuel, mais j'y reviendrai sur, qui sont les BSA, donc souscription d'actions. Sur les attributions gratuites d'actions, donc voilà, c'est des mécanismes qui sont légaux, donc qui sont assez sécurisés au niveau juridique et puis surtout au niveau droit social et droit fiscal. Donc là, c'est la faculté en fait par le biais d'une assemblée, d'émettre des actions qui sont soit des actions nouvelles, soit des actions préexistantes au profit de bénéficiaires qui seraient les salariés. Et donc en fait là, on est sur un outil qui est totalement gratuit pour les salariés, c'est-à-dire qu'en fait, eh ben, ils vont tout de suite, enfin on verra sous certaines conditions, mais tout de suite bénéficier en fait d'actions de la société sans avoir à débourser de l'argent. En revanche, ça va être un outil qui est payant pour la société, c'est-à-dire qu'il y a une cotisation patronale qui est de l'ordre de 20% de la valeur des actions attribuées, qui est à payer pour la société. Donc là, c'est la société qui doit faire un effort de trésorerie, outre le fait d'avoir au préalable soit émis, soit racheté des actions et donc dépenser un peu de réserve ou de prime d'émission qu'elle peut avoir. Et donc, dans ce cas-là, il y a quand même, outre cela, un effort voilà, de 20%, qui est donc une cotisation patronale. La cotisation patronale, elle est calculée sur la valeur des actions qui sont attribuées à la date d'acquisition. Donc, on y reviendra, mais on ne peut pas le déterminer tout de suite. C'est qu'à un moment où on va avoir une période d'acquisition qui va se terminer, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir calculer et payer la cotisation patronale. Donc, on peut les attribuer à des salariés que l'on peut sélectionner. Et donc, on n'est pas obligé de l'attribuer à l'ensemble des salariés de la société. Voilà, on peut, comme je le disais tout à l'heure, avoir certaines catégories de salariés qu'on va déterminer, soit qui ont une certaine ancienneté, soit qui ont une certaine fonction dans la société,
soit tout simplement parce qu'on les aime bien. Et donc, il n'y a pas de critères, on va dire, collectifs là-dessus. On peut après les attribuer aussi à des filiales, à des salariés qui sont dans des filiales ou dans des sociétés, dans une société mère, par exemple. Donc, ça peut être assez intéressant parce que ça donne un vrai éventail d'attributions. Dans les actions gratuites, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une période qui est dite d'acquisition et une période de conservation. Ces périodes d'acquisition et de conservation, elles sont d'une durée cumulée qui ne peut être inférieure à 2 ans. Et on a une période d'acquisition qui est d'1 an minimum. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire une période d'acquisition d'1 an et une période de conservation d'1 an, ou une période d'acquisition qui est de 2 ans, et pas forcément de période de conservation derrière. Mais on a cette période d'acquisition qui est obligatoire et qui doit durer 1 an. Donc, pendant cette période-là, le salarié n'a aucun droit d'associé, c'est-à-dire qu'en fait, il a simplement la possibilité d'être potentiellement avoir des actions gratuites. Et on peut même prévoir que dans cette période d'attribution, il faut qu'il y ait des mécanismes de performance, de présence qui sont stipulés. Et donc, si jamais on ne remplit pas les objectifs qui ont été définis, eh bien, les actions gratuites ne peuvent être attribuées et donc tombent de facto. À l'issue de cette période d'acquisition, donc je rappelle qu'il doit être d'au moins 1 an, le bénéficiaire devient associé et donc il vient pleinement, il a tous les droits des associés, donc il participe aux assemblées générales, il a le droit aux dividendes, droit à l'information comme tous les associés, et il y a une seule exception, on va dire, c'est celle qui est de céder ses actions, puisque s'entame ensuite derrière une période de conservation, c'est-à-dire qu'il doit conserver ses actions pendant une période qui est en général d'1 an, mais qui n'est pas obligatoire. Et c'est qu'à l'issue de cette période de conservation-là que le salarié va pouvoir céder les actions gratuites qu'il a. Et là, on a mis sous réserve, mais on en reparle un peu plus loin, des stipulations du pacte d'associés ou des statuts, puisqu'on va pouvoir contenir un petit peu toutes ces facultés de cession. Donc là, on a fait un petit résumé, vous verrez, mais je reviens pas là-dessus. Ensuite, on a un autre mécanisme qui sont les stock options, que vous connaissez sans doute tous au moins de nom. Ce mécanisme-là, je ne vais pas forcément m'attarder dessus pour qu'on puisse avancer sur le reste, puisque en fait, c'est un mécanisme qui est pas très utilisé, voire même pas du tout. Moi, j'en ai jamais fait, parce qu'on a un régime fiscal qui est pas forcément très attractif. Et donc, généralement, il faut les avoir en tête parce que parfois, dans des groupes où vous avez plein de sociétés au niveau mondial, on peut en mettre en place. Maintenant, c'est assez rare de voir ce type de mécanisme être mis en place. Donc, je ne m'y attarde pas. Je vais plutôt m'attarder sur les BSPCE. C'est des bons, en fait, qui sont appelés des bons de souscription de part de créateurs d'entreprises. Et ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent quand on parle d'intéressement des salariés au capital, parce que c'est un dispositif qui est un dispositif légal, qui est un dispositif qui est régi par le Code général des impôts, et donc qui est totalement, on va dire, sécurisé en termes de fiscalité, de droit social, et ça, donc du coup, c'est assez confortable quand on a affaire à des salariés. Donc du coup, concrètement, la définition qu'on a mis pour essayer d'avoir quelque chose d'assez clair, c'est que c'est des options d'achat, en fait, qui sont attribuées gratuitement aux salariés. Donc les salariés n'ont pas à débourser au départ d'argent. Et qui donne le droit de souscrire à des actions de la société. Et donc, en fait, là, on est sur l'intérêt, ça va être de fixer ce prix d'exercice-là, et que quand la société va prendre de la valeur, eh ben, le salarié va pouvoir les exercer et ensuite les céder, et donc mécaniquement faire une plus-value quasi automatique, puisque il aura acheté ses actions
à un prix qui sera inférieur à celui de la valeur marché au moment où il va l'acquérir. Donc, j'aurai un schéma qui va vous permettre de peut-être un peu mieux comprendre que quand on l'exprime comme ça à l'oral. Donc, comme je le précisais, donc là, c'est par opposition aux actions gratuites, les BSPCE vont être attribués gratuitement, mais en revanche, ils vont avoir un exercice qui va être payant. Et donc, là, c'est un aspect totalement dilutif, puisque ça donne droit à des actions. Et donc là, potentiellement, s'il y a un exercice des BSPCE, on va émettre des actions, et donc il va y avoir une dilution du capital, et donc des actionnaires actuels. Qui peut en bénéficier? Donc là, à nouveau, un choix libre parmi les salariés et dirigeants de la société qui va les émettre, et on peut aussi avoir des salariés ou dirigeants de filiales qui peuvent même être des filiales étrangères sous certaines conditions. Et depuis quelques temps, on a aussi la possibilité de les attribuer à des administrateurs, membres de conseil de surveillance ou membres de tout organe statutaire équivalent. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, dans votre société, vous mettez en place un comité, on va dire, stratégique, avec qu'on appelle généralement des advisors, vous pourrez éventuellement leur attribuer des BSPCE, ce qui peut être assez intéressant à la fois pour les advisors et pour les sociétés qui pourront en bénéficier de leurs services sans forcément débourser de cash. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a une interprétation un peu particulière qui est faite par le Code général des impôts, enfin par le BOFIP, sur ces organes statutaires-là, puisqu'il y a récemment une sorte de doctrine qui est sortie en disant qu'il fallait que ces organes-là aient la possibilité de nommer ou révoquer les dirigeants, ce qui n'est généralement jamais le cas. Donc ça restera un peu cette possibilité-là, mais bon, on est en train de voir quelle portée cette doctrine peut avoir. Mais voilà, il faut l'avoir en tête. Là, contrairement aux AGA, où on a un pourcentage maximum que vous n'avez sans doute pas vu tout à l'heure, mais là, on peut attribuer presque autant de BSPCE que l'on veut. Ce n'est pas recommandé, bien sûr, parce que vous dilueriez, mais il n'y a pas de limite, en tout cas, légale. Donc, qui peut les émettre? Donc là, rapidement, c'est donc des sociétés par action qui sont pas cotées ou qui ont une capitalisation boursière de moins de 150 millions. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que c'est des sociétés qui, en fait, ont moins de 15 ans et qui ont un capital qui est détenu soit par des 25% au moins par des personnes physiques ou des personnes morales qui sont elles-mêmes détenues à 75% par des personnes physiques. C'est généralement les deux limites que l'on peut rencontrer et qu'il faut un peu étudier avant de mettre en place des BSPCE. Sur les caractéristiques principales, c'est des BSPCE qui sont incessibles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'attribue à un salarié, il n'a pas la possibilité de les céder à un autre de ses copains salariés. Et on a une grande liberté dans la mise en place de ces mécanismes-là et des conditions d'attribution et d'exercice. Mais je vais y revenir. Donc, en quoi cela consiste? Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça donne le droit de souscrire ultérieurement des actions nouvelles de l'entreprise à un prix qui est fixé au moment de leur émission et qui correspond à la valeur de marché à cette date-là. Après, on a différents critères que j'ai détaillés. Donc, il faut définir la valeur de marché. Il faut travailler peut-être avec son expert comptable et faire des scénarios sur les performances futures de la société en disant, voilà, est-ce que je ne peux pas faire une pondération entre trois scénarios, un scénario optimiste, un scénario pessimiste, un scénario sécurisé, qui permet de déterminer cette valeur-là. Sinon, ça peut être la valeur de la dernière opération d'augmentation de capital qui a eu lieu, en particulier 6 mois au cours des 6 derniers mois. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas être trop pessimiste sur la valorisation, parce que sinon, vous allez trop diluer les associés. Et si vous êtes trop optimiste, ben, ça va priver de son efficacité le mécanisme, puisque en fait, les gains, ils n'auront pas de chance de faire la plus-value en revendant leurs actions. Donc, c'est ce que je dis après, c'est que les salariés pourront ensuite revendre leurs actions au prix de marché, et donc dans des conditions qui sont définies par le pacte d'associés. Et donc, c'est un droit
il n'y a aucune obligation, in fine, de souscrire des actions. Donc, ça sera après à la main du salarié, si jamais tous les objectifs sont remplis, et ben, c'est à lui de décider s'il souhaite exercer ou pas ces BSPCE pour devenir associé. Donc l'avantage, c'est que si le prix de l'action a augmenté entre le moment où on a défini le prix d'émission de la société du BSPCE, enfin des actions auxquelles donne droit le BSPCE, les salariés pourront l'exercer, les revendre et donc réaliser la fameuse plus-value. Et en revanche, si le prix, lui, a baissé, il n'y a pas besoin il n'y a pas de raison d'exercer le BSPCE, et donc ils ne vont pas perdre d'argent. Et donc, si jamais les conditions le permettent, il peut encore attendre des jours meilleurs où là, il y aura un intérêt économique à exercer ces BSPCE et à les transformer, entre guillemets, en actions. Donc, en principe, il n'y a pas de possibilité de réaliser de moins-value, si ce n'est le fait de, à un moment donné, souscrire des actions à un prix donné et puis que la société dégringole. Et dans ce cas-là, mais ça c'est le risque de tout actionnaire, ils prendront leur plus-value, mais ça ne sera pas lié en fait au BSPCE, ça sera plutôt lié à la forme financière de la société dans le temps. Donc combien il coûte, comme je disais, c'est gratuitement, donc c'est gratuit, pardon. Il ne coûte rien, et ça c'est à la fois pour la société émettrice, contrairement aux AGA, là la société ne paye rien, ni aux salariés ou aux mandataires sociaux bénéficiaires qui, eux, au moment où ils ont les BSPCE, ne déboursent pas d'argent, ils ne déboursent qu'au moment où ils les exercent pour les convertir en actions. Donc habituellement, on les exerce que s'ils peuvent être revendus immédiatement et si le prix d'action a augmenté. Donc c'est-à-dire que généralement, on le fait au moment d'une opération de liquidité, lorsque la société est sur le point d'être vendue ou introduite en bourse ou qu'il y a une opération financière qui se passe au niveau de la société, et on exerce les BSPCE et puis un instant de raison après, qui peut être même le même jour, et on cède les actions derrière et on encaisse la plus-value. Donc ça, c'est un résumé de ce que je disais. Un autre mécanisme contractuel que l'on peut voir, c'est les BSA, qui sont en fait exactement le même mécanisme que les BSPCE, sauf que là, on est sur un mécanisme qu'on considère comme étant contractuel, c'est-à-dire qu'on n'a pas, cette fois-ci, de disposition dans le Code de commerce ou dans le Code général des impôts qui gère ce type d'outils. Donc, on est sur le même type de mécanisme que les BSPCE. Cette fois-ci, ils sont en principe librement cessibles, mais on peut le restreindre au moment où on les met. Donc, on peut un peu tout faire, puisqu'on peut décider vraiment toutes les conditions que l'on souhaite mettre en place. Donc là, à nouveau, il faut avoir une société par action. On n'a pas de pourcentage maximal au niveau de l'attribution. À laquelle les réserver. Donc, à nouveau, on peut faire un petit peu ce que l'on souhaite. Donc, généralement, ces BSA-là, on ne les met pas en place au profit de salariés, en tout cas quand on peut s'en dispenser. Mais on peut les mettre au profit de certains tiers qui sont des personnes physiques, des personnes morales, mais qui n'ont pas de lien, on va dire, juridique avec la société. Donc, soit ils ne remplissent pas les conditions relatives au BSPCE, donc ils ne sont pas salariés, ils ne sont pas mandataires sociaux. Donc, ça peut être l'exemple de freelance qui travaille avec vous. Ou alors, c'est que la société ne répond plus aux conditions pour émettre des BSPCE, elle a plus de 15 ans, et donc on passe par les BSA. Donc, les BSA, ils peuvent... on a une période de souscription, c'est-à-dire que ces BSA-là, eux, sont... pour des raisons de sécurité, on va dire juridique et aussi surtout fiscale, on a un prix de souscription impayé à l'entrée, qui est généralement de 10 à 15% du prix d'exercice. Donc si par exemple j'ai des actions qui valent 10 €, le salarié, pour avoir droit à avoir un BSA, devra payer à l'entrée 1 € ou 1,50 €. Ça permet d'éviter ce que je mettais ici en italique, d'avoir un risque de requalification en rémunération, notamment si on a affaire à des salariés, et donc à l'assujettissement de cotisations sociales. En fait, ce qu'on essaye de faire par
le biais de ce versement d'un prix de souscription, c'est que le salarié, ou en tout cas le bénéficiaire, prenne un risque d'investisseur au départ, et donc du coup paye ce bon-là. Et ensuite, après, même mécanisme que pour les BSPCE, il les exerce, il les transforme en actions en payant le prix d'exercice qui a été fixé par avance et en espérant réaliser à ce moment-là une plus-value. Et je vois la question de Cyril. Oui, on peut tout à fait les cumuler, c'est-à-dire qu'on peut faire à la fois, on fait même généralement des plans de BSPCE et de BSA et qu'on attribue à des personnes qui sont en fonction, soit les salariés qui, eux, bénéficient des BSPCE, soit les freelances qui, eux, vont, par exemple, bénéficier de BSA. Mais effectivement, on peut cumuler, et puis on peut même mettre des AGA dans la même assemblée générale. On peut tout faire. Là, comme pour les BSPCE, j'ai mis que le BSA n'avait pas d'impact en termes de trésorerie, c'est-à-dire que quand on attribue les BSA, il n'y a pas de cotisation à payer. Ce qui peut être souligné, c'est que dans mon exemple des 1 euro ou 1,50 € qui sont payés à l'entrée, le prix de souscription, et ça, c'est la société qui encaisse. Et donc, du coup, ça vient renforcer sa trésorerie d'une part, et puis ses fonds propres, puisque c'est capitalisé, c'est inscrit en prime au niveau des capitaux propres. Donc là, à nouveau, je reprends peut-être le mécanisme qui est un peu le même pour les AGA, mais on fait une assemblée générale extraordinaire, parce que j'en ai pas parlé, mais on fait une assemblée générale extraordinaire. Elle émet les BSA, elle émet des BSPCE, elle émet des AGA. Ensuite, après, on a parfois une délégation de compétences au président, ou si jamais il y a un conseil d'administration, un comité stratégique, c'est eux qui peuvent décider qui bénéficie des BSA ou les BSPCE. Et ensuite, après, on entame la période de souscription, la période d'exercice. Mais c'est du ressort de l'AG. Donc là, on passe à la partie 3, qui est la structuration du plan d'intéressement. S'il y a augmentation de capital, la dilution est moins importante. Me pose comme... Alors, attendez, je prendrai peut-être les questions à la fin, comme ça permettra de répondre efficacement. Donc, sur la structuration du plan d'intéressement. Donc, sur le pourcentage à attribuer, là, à l'exception des AGA qui ont un plafond de 10%, on n'a pas de règle spécifique, comme je le disais, si ce n'est que voilà, il faut que vous puissiez maîtriser votre table de capitalisation et puis, en fonction des objectifs que vous avez, laisser de la place à des investisseurs, à d'autres personnes pour qu'à la fin, vous ne vous retrouviez pas trop dilué si vous êtes trop généreux avec vos salariés et que vous, en tant que fondateur, dirigeant, vous n'avez plus, en gros, assez d'actions au moment où il y a des augmentations de capital qui se font parce que vous faites rentrer des investisseurs, vous allez vous retrouver trop dilué. Et donc, parfois, les fonds d'investissement vont mettre à titre capitalistique. Donc, il ne faut pas être trop généreux. C'est toujours pareil, il faut avoir la bonne dose pour chaque salarié et puis faire en fonction sans trop se diluer soi-même. Donc, la norme, généralement, c'est qu'on dit on est plutôt sur de l'ordre de 10%, voire 15% du capital. Et pour ce qui est par salarié, donc là, à nouveau, il n'y a pas de règle spécifique. On n'est pas obligé de faire un saupoudrage égalitaire. Donc, on peut avoir une répartition qui est très individualisée et qui peut dépendre de la seniorité, du profil de vos salariés, du type de poste et puis de l'importance que peut avoir ceux-ci dans la société. Plus ils ont une importance dans la société, plus on peut leur attribuer de bons.
Donc, ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, quand on est sur une société qui a peu de salariés ou quand on est sur de l'acquisition de talents, donc on est en train de recruter des personnes, là, on peut négocier de gré à gré en disant, voilà, toi, tu bénéficieras de tant de salariés, de tant de bons, pardon. En revanche, quand on commence à avoir un certain nombre de salariés, généralement, ce qui est pratiqué, c'est qu'il y a une sorte de grille d'attribution indicative, donc qui peut toujours être un peu réajustée, qui peut être mise en place, et donc définir de manière assez objective, en fonction des postes, de la seniorité, etc., combien de BSPCE on peut avoir droit par an ou au titre d'un plan donné. Alors, j'ai perdu la main. Voilà. Toujours sur la structuration, on met en place généralement ce qu'on appelle un vesting, qui est en fait un calendrier d'exercice, qui est en fait le rythme auquel les BSA ou BSPCE vont être définitivement acquis par le salarié et vont devenir exerçables. Donc, vous verrez, j'ai fait un tableau un peu après, enfin un schéma un peu après qui permettra d'être un peu plus explicite. Donc, en général, ça permet de pérenniser la présence du salarié dans la société et donc de ne pas lui attribuer tout de suite, si par exemple il est bénéficiaire de 100 BSPCE, pas lui attribuer tout de suite les 100 BSPCE, mais peut-être 25 au bout de la première année, et puis ensuite 25 au niveau de la seconde, deuxième année, ainsi de suite. Ou alors après, une fois qu'on a accompli, une fois qu'il est resté un an, on peut faire une attribution mensuelle, et chaque mois, il génère de nouveaux BSPCE sur le volant qui lui a été lui-même attribué. En général, le vesting, on est sur 3 ou 4 ans, ce qui permet d'avoir une certaine fidélisation de la société. Et comme je le dis, il ne faut pas qu'il soit trop court, parce que dans ce cas-là, vous n'avez pas d'effet de fidélisation, ni trop long, puisque ça peut être décourageant en disant, en fait, ça va servir à rien de gagner 10 BSPCE par an sur 10 ans, quoi. On peut tout à fait, que ce soit sur l'ensemble des mécanismes que j'ai présentés juste avant, mettre en place des critères dits de performance ou d'objectifs, et donc de dire que, et là c'est vraiment sur mesure, hein, ça peut être à la fois cumulativement ou alternativement avec la durée de présence et le vesting, donc on peut faire un full package, ou alors vraiment essayer de délimiter uniquement des objectifs de performance, alors qu'ils peuvent être individuels, qui peuvent être collectifs sur la base de résultats financiers de la société, par exemple, ou la sortie d'un jeu vidéo. Une fois qu'on sort le jeu, boum, on peut exercer, les BSPCE deviennent exerçables. Et par exemple, si on n'atteint pas l'objectif donné, le BSPCE ou le BSA ou les actions gratuites sont caduques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas donner droit à un accès au capital, parce que la condition de performance qui a été attaché à ce bon n'a pas été rempli. Et donc, du coup, le bon n'est pas exerçable et devient caduc, il disparaît. Et après, on a un critère de liquidité, c'est-à-dire que par rapport au vesting, où on dit, on fait un vesting sur 4 ans, on peut avoir ce qu'on appelle une clause d'accélération, c'est de dire si jamais la société, avant cette période de 4 ans, est cédée, ils pourront exercer totalement leur BSPCE et bénéficier de la plus-value maximum, comme on a pu le voir précédemment. Et puis après, on peut aussi conditionner l'exercice des BSA et des BSPCE lui-même à une liquidité de la société, ou alors à une introduction en bourse, mais c'est assez rare, parce que du coup, ça reporte et en plus qui est totalement... et parfois, ça peut être mis en place dans des sociétés qui sont sur le marché ou qui vont bientôt être cédées. Alors, vous avez été coupé. À quel moment? Je vois le message de Cyril.
Vous m'entendez? Dernière 30 secondes. Oui, alors c'était sur peut-être les critères de performance ou d'objectifs. Donc je disais qu'on peut adosser à tous ces mécanismes que l'on a vus des critères qui soient des critères de performance, qui soient individuels ou collectifs. Donc par exemple les résultats financiers de la société, et que si jamais ces critères-là ne sont pas remplis, ou la sortie d'un jeu par exemple, si jamais ces critères-là ne sont pas remplis, les BSPCE ne peuvent pas être exercés ou les BSA ne peuvent pas être exercés et donc deviennent caduques et disparaissent. Donc ça permet de vraiment conditionner l'accès au capital à des critères qui doivent être objectifs et qui ne doivent pas être bien évidemment à la main du dirigeant parce que sinon ce serait trop facile et du coup l'effet com dont je parlais tout à l'heure ne marcherait pas par définition. Et ensuite après il y avait un critère de liquidité, c'était de dire qu'il y avait une clause d'accélération qui, si jamais la société venait à être cédée avant la fin du vesting, eh ben, on pourrait exercer, le salarié pourrait exercer la totalité de ses bons. Là, sur l'exemple de calendrier, vous voyez qu'au départ, sur la gauche, donc c'est le cas d'un vesting, d'un calendrier, on va dire, d'acquisition des BSPCE, donc de 3 fois 1 an. Donc on a l'attribution au départ, le salarié reçoit les BSPCE. Ensuite, chaque année, il a le droit d'exercer un tiers supplémentaire de ses BSPCE. À la fin de la 3e année, il devient totalement titulaire de ses BSPCE et donc de la possibilité de les exercer. Là, je vais directement à droite, partie caducité. Il pourra les exercer pendant une période jusqu'à une date déterminée. Et là, on peut mettre, par exemple, 10 ans. Donc, il peut conserver ses BSPCE pendant 10 ans. Et donc les garder en fait en magasin jusqu'à ce qu'il y ait une opération qui se passe sur la société ou jusqu'à ce qu'il ait l'envie de devenir associé de la société. L'association, donc c'est le moment où il fait l'exercice. Donc c'est ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc il exerce ses BSPCE, il achète de nouvelles actions qui sont donc émises à cette occasion. Et donc là, il est de temps qui est plus ou moins long entre l'achat et la revente des actions. Et donc, comme je le disais, il peut être assez court, c'est-à-dire que s'il achète et revend ses actions le même jour, au moment où la société est, par exemple, cédée. Et donc, il vend ses actions à ce moment-là. Sur la maîtrise de l'actionnariat, donc on a plusieurs moyens de s'assurer de cette maîtrise de la maîtrise de son actionnariat. Donc il y a d'une part les statuts que vous connaissez tous et que vous avez tous dans le cadre de vos sociétés. Et puis il y a ce qu'on fait signer aux salariés lorsqu'on met en place les mécanismes que l'on a vus. C'est un pacte d'associés qui est un pacte d'associés distinct de celui des associés principaux et que l'on appelle généralement mini-pacte. Donc chaque salarié signe un pacte individuel qui est normalisé et dont on arrête le modèle dans une société pour chaque salarié. Et donc, généralement, donc ça c'est vraiment très important qu'il signe ce type d'engagement. Et donc en général, c'est pour cela qu'on conditionne l'attribution des actions gratuites, des BSPC ou des BSA à la signature de ce pacte-là. Donc dans ce pacte-là, qu'est-ce que l'on met? On met tout un tas de choses, mais principalement on met une clause de préemption, c'est-à-dire que si le salarié à un moment donné, il est devenu actionnaire de la société, il a des actions et il veut les céder, et voir à la société elle-même. On a ce qu'on appelle une clause de drag along qui fait que si jamais on veut, les actionnaires fondateurs ou en tout cas majoritaires veulent céder à la société, on pourra le draguer ils pourront le draguer avec eux, c'est-à-dire l'emmener dans le cadre de cette vente et ça permettra en fait d'avoir une cession de 100% du capital, ce qui est généralement avoir après derrière ce coltiner entre guillemets des salariés qui sont des associés minoritaires et donc là on cherche vraiment à acquérir 100% du capital et donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir un pacte qui permet cela et donc si jamais on a des bons qui ne sont pas encore exerçables, on peut avoir généralement ce qu'on met c'est une clause
dans laquelle il est spécifié que lorsqu'ils deviendront exerçables, il devra les exercer et les céder tout de suite à l'acquéreur de la société. On a ce qu'on appelle après une clause de tag along, qui est là en fait de suivre les associés principaux, et que si jamais les associés principaux cèdent une partie de leur titre, et ben eux pourront céder aux mêmes conditions une partie de leur titre également à due proportion. Et ensuite après, mais j'y reviendrai plus tard, on a les leavers, c'est-à-dire qui sont des promesses de revente de titres des salariés à une valeur qui peut être une valeur de marché qui soit décotée ou non, en cas de départ de la société, c'est-à-dire que lorsqu'il quitte ses fonctions de salarié et qu'il est actionnaire de la société, eh bien, on peut lui racheter ses actions parce qu'il n'a plus de raison de bénéficier, de continuer à bénéficier en tout cas de la création de valeur de la société. Et ça, c'est une clause qui est aussi généralement assez fréquente et qui permet voilà, à la société ou aux autres associés de racheter les titres du salarié et à une valorisation qu'on aura prédéterminée. On peut aussi mettre en place ce qu'on appelle des actions de préférence au sein de la société, qui pourront être des conditions assorties de conditions qui sont soit favorables, soit défavorables pour l'associé bénéficiaire. Et donc, on peut, en fait, du coup, quand on donne accès au capital à ses salariés, on peut essayer de jouer là-dessus pour bénéficier, en fait, pour éviter, en fait, que les salariés viennent, entre guillemets, nous embêter sur les droits de vote, etc. Donc, en général, on ne le fait pas forcément. Parce que, comme on voyait tout à l'heure, on a 10% qui vont, leur participation va s'élever au global à 10%, donc ça restera des associés strictement minoritaires, mais il faut avoir à l'esprit qu'on peut, par exemple, leur donner des actions qui sont des actions qui seront privées de droit de vote. Et puis après, on peut aussi prévoir que les fondateurs ou les associés principaux auront un droit de vote double, multiple, un droit de dividende supplémentaire. Donc, voilà, on peut un peu aussi tout faire à ce niveau-là avec la mise en place d'actions de préférence. Là, à nouveau, c'est toujours une assemblée générale qui va mettre en place ce type de mécanisme. Sur la partie débouclage, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en général, on va exercer nos bons au moment où on va pouvoir vendre la société, où il va y avoir une opération capitalistique ou une introduction en bourse, et donc du coup, ça va permettre d'avoir cette plus-value-là, sinon le bénéfice est assez limité. C'est un peu différent pour les AGA, parce que là, il n'y a pas d'argent à débourser au départ, donc du coup, il est associé de la société et il le reste, et ça lui coûte rien. En revanche, sur des BSPCE, ben voilà, il va falloir qu'il débourse un peu d'argent, et donc parfois, si jamais il ne peut pas vendre derrière, ou bénéficier de dividendes, ben, ça peut être pas très intéressant. Et donc, pour éviter qu'il reste scotché avec ses bons, on peut arriver à mettre en place des systèmes qui peuvent être soit à la main de la société, soit des systèmes totalement automatiques de rachat de tout ou partie des titres qui vont être détenus par les salariés. Et donc là, on peut soit prévoir à terme et en fonction, par exemple, de certains objectifs financiers assez importants, que si jamais la société vraiment marche très très bien et du coup génère assez de trésor pour le faire, on peut obliger la société à racheter une partie de ces actions-là et donc à permettre aux salariés de réaliser leur plus-value. Et donc, en fait, la société va, en quelque sorte, à terme, et parce que les salariés ont bossé pour, verser une sorte de prime, mais qui sera une prime capitalistique aux salariés en rachetant leurs actions. On peut aussi prévoir que ce soit les fondateurs qui rachètent, mais voilà, ça fait peser sur eux un certain engagement. Donc parfois, voilà, on le fait un peu en mode gentleman agreement pour éviter d'avoir trop d'engagement qui pèsent sur les fondateurs ou voire sur la société, parce que ça peut, en fonction de la valeur de la société à un moment donné, représenter beaucoup d'argent. Sur toujours le débouclage, et donc c'est la partie départ du salarié. Si jamais le salarié part de la société,
ce qu'on appelle les clauses de lever, donc qui seront dans le mini-pacte, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, on distingue généralement, donc ça c'est la fameuse promesse, où si jamais il quitte la société, ben, on peut lui racheter ses actions, ou on peut aussi prévoir que si jamais il quitte la société, ben, il n'aura plus le droit d'exercer ses bons. Et donc, du coup, on a des clauses qu'on appelle soit de good lever, soit de bad lever, c'est-à-dire que good lever, ça va être un départ qu'il va subir, un décès, une invalidité. Un bad lever, c'est que lui va prendre la main et donc soit va démissionner, et donc alors que il était convenu qu'il reste un peu plus longtemps dans la société, soit on va le licencier pour faute, par exemple. Et donc, dans ces cadres-là, on va pouvoir lui racheter ses actions avec la valeur de marché quand on est dans un cas de good lever et avec une valeur de marché qui est souvent décotée quand on est en cas de bad lever. Donc, selon le cas, on peut aussi prévoir qu'il y a certaines actions qu'il va pouvoir conserver. Donc, si par exemple il est en good lever, il va pouvoir conserver un certain nombre d'actions et continuer à bénéficier de la création de valeur de la société. S'il est en bad lever, bah là, on lui cravate, si j'ose dire, tous ses titres au moment où il part. Et en plus de ça, on applique parfois une décote. On peut en mettre en place ici aussi ce qu'on appelle aussi un vesting, et qui fait que, en fonction de l'écoulement du temps, en fonction du temps qu'il est resté dans la société, il va être amené à céder plus ou moins de titres et pouvoir en conserver la plupart si jamais il est resté très longtemps dans la société, parce qu'il aura contribué à ce que la société devienne performante économiquement et technologiquement, le cas échéant. Et puis on a aussi le vesting du prix, c'est-à-dire qu'on peut racheter toutes les actions au moment de son départ, mais en fonction du temps qu'il a passé dans la société, on va lui racheter une partie de ses titres à la valeur de marché, donc à une valeur qui correspond exactement à la valeur de la société où on investit, parce qu'il n'a pas passé suffisamment de temps dans la société. Ils seront rachetés à la valeur nominale, ce qui sera un effet sanction, puisque du coup, la valeur nominale sera tout à fait mineure en principe, par rapport à la valeur de marché. Et après, on a fait, pour finir, un point sur la fiscalité, mais dont je vous laisserai prendre connaissance. Donc, on a les différents types de mécanismes qui ont été identifiés. Donc, on voit que sur les attributions gratuites, au niveau du salarié, il n'y a pas forcément de distinction à prévoir. Sur les BSPCE, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut que les salariés aient quand même 3 ans d'ancienneté pour que ce soit réellement intéressant. Et pour les stocks, on voit qu'il y a en partie, sur la partie gain d'acquisition, une problématique qui fait que du coup, on n'a pas du tout recours à ce type de mécanisme-là, qui est un peu pénalisant à la fois pour la société et pour le salarié. D'avoir quelques petites questions, si vous le souhaitez. Si je peux me permettre, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que les BSA sont applicables pour des personnes morales résidant à l'étranger, et donc qui ne sont pas salariés, qui sont donc bien freelance, mais qui sont étrangers? Non, les BSA, oui, tout à fait, oui. Oui, parce que les BSA tu vas pouvoir les faire bénéficier un peu à tout type de personnes, et donc du coup, on n'est pas du tout limité sur le fait d'en faire bénéficier à des personnes morales étrangères. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc après, je ferai circuler s'il y a besoin les slides, et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la foulée. Bien sûr. Oui. Bien sûr.
Alors, je ne comprends pas la question. Ah oui, il y avait deux questions sur l'augmentation de capital, la dilution est moins importante. Mais je ne comprends pas. Et peut-être que tu peux prendre la parole pour préciser. Salut Julien, Alexis, du coup d'IMV. Salut. Du coup, merci pour la presse. Du coup, ma question, oui, c'était que s'il n'y a pas d'augmentation de capital, que je suis dilué de 20%, je tombe à 80%, si je tentais que j'avais 100% au départ. S'il y a augmentation de capital, forcément, mes 100% ont plus de valeur. Et du coup, la dilution reste la même, mais si tu veux, s'il y a augmentation de capital, mes parts, mes valeurs, mon 100% n'a pas mathématiquement n'a pas la même valeur, quoi. Et du coup, j'arrive pas à faire le calcul mathématique dans ma tête où je me dis, bah, ok, s'il y a augmentation de capital, pour moi, du coup, techniquement, je me dilue moins que si j'avais pas augmenté de capital. Oui, parce que, après, de toute façon, en fait, tu raisonnes par rapport à une session, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, tout à fait, effectivement. Donc, forcément, tu seras moins dilué. Maintenant, en fait, tu vas laisser une certaine place à tes salariés en fixant un certain pourcentage qui va te permettre d'être plus ou moins dilué. Ensuite, après, économiquement, là où je te rejoins, c'est que le moment où les BSPCE vont être exercés, toi, ta participation, elle aura aussi pris de la valeur. Donc, du coup, tout le monde aura bénéficié de la création de valeur, toi y compris. Donc, tu te feras diluer à ce moment-là. Les salariés qui vont payer leur prix de souscription au moment où ils vont exercer leur BSPCE vont renforcer les capitaux propres de la société. Donc, il y aura une augmentation de capital qui sera restreinte par rapport à la valeur de la société à ce moment-là. Tout le monde s'y retrouve parce que toi, tu auras anticipé cette dilution-là. Et en plus de ça, il y aura un renforcement des fonds propres, donc qui ne sera pas très élevé a priori, mais qui aura quand même lieu. Okay. Et quand tu dis après, toi, tu peux mettre ça en place pour les entreprises, c'était quoi la question? Ouais, bah du coup, l'idée, c'est ça, c'est que maintenant que tu as présenté ça, si tant est que nous, on veut le mettre en place, on n'a plus besoin de société extérieure, on peut le mettre en place seul de notre côté, ou on est obligé quand même de passer par toi ou Fiducial, typiquement? Non, alors après, effectivement, il faut. Après, c'est des mécanismes qui sont, comme je le disais, c'est des trucs contractuels, donc qui en fait sont assez techniques parce que tu as pas mal de critères à définir, tu as pas mal si tu veux mettre des objectifs en place, il faut s'assurer que ce soit assez cohérent. Et donc voilà, après, je pense qu'il est possible de trouver sur Internet des modèles qui doivent sans doute fonctionner de manière, on va dire, basique. Après, il faut quand même faire un peu attention quand on commence à manipuler un peu ce type de mécanisme-là, parce que, voilà, après, il faut tenir une assemblée générale. Il y a un rapport qui doit être fait par le président de la société, un rapport qui doit être fait par un commissaire aux comptes, si jamais il n'y en a pas. Enfin, par un commissaire aux comptes, si jamais il y a un commissaire aux comptes qui a été désigné, par un commissaire ad hoc, si jamais il n'y a pas de commissaire aux comptes qui a été désigné. Donc, voilà, ça fait un peu de paperasse. Et puis ensuite, après, ce qui est aussi très important, c'est la fameuse partie pacte d'associés, où là, le bon pacte qui convient bien et qui soit aussi conforme aux objectifs que chacun va se fixer dans sa société pour dire, voilà, moi, en fait, mon objectif, ça va être d'aller vers une levée de fonds à un moment donné, ou ça va être d'aller à la session dans 2 ans. Et puis après, on ajuste toute la documentation en fonction. Donc moi, après, je vais prêcher pour ma paroisse, mais dans ces cas-là, j'aurais plus tendance à aller voir un avocat pour sécuriser cette partie-là, sachant que maintenant, et j'en avais parlé la dernière fois quand j'avais fait ma présentation à l'incubateur, on va définir notamment pour les membres de Game Home Lead des tarifs
qui permettront, si on est sur des choses, on va dire, relativement standards, et maintenant on arrive quand même à avoir quelque chose en fonction plus ou moins modulo les objectifs et tout qui devront être très spécifiques aux sociétés qui vont à chaque société en fait. On arrive à avoir des tarifs qui sont assez compétitifs par rapport à toute la documentation qu'il faut mettre en place. Mais après, je pense, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il doit y avoir des modèles disponibles sur Internet, mais avec comme toute chose, tout ce qu'on trouve sur Internet, quand c'est pas revu par un avocat, il y a une vente qui se passe et puis qu'au moment de l'audit, les auditeurs disent bah tiens en fait ces BSPCE ils sont pas valables donc on va pas pouvoir les exercer, ou que pour une raison ou pour une autre ils n'ont pas été souscrits correctement, ça va générer un certain nombre de problèmes, et notamment vis-à-vis des salariés. Ok, merci. Merci. Et sinon, pour répondre concrètement à la question, nous, effectivement, on met en place beaucoup de plans de ce type-là, quels qu'ils soient. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on fait un peu toute la journée, parce qu'on est quand même, notre équipe bien spécialisée dans tout ce qui est levée de fonds. Et donc, forcément, qui dit levée de fonds, dit aussi à un moment donné, donc rentrée d'un investisseur, pacte, et puis sous quelque forme que ce soit, parce que même les fonds sont assez demandeurs à ce qu'il y ait ce type d'outils qui soient mis en place pour que les salariés après soient vraiment incentivés et puis participent au développement de la société. Donc voilà, nous c'est vraiment notre cœur d'activité en l'occurrence. Okay, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais transmettre la présentation à Théo pour que vous puissiez également la voir. Je suis à votre disposition, bien évidemment, si vous avez d'autres questions. Et puis, j'espère que ça a été clair et pas forcément trop technique.